Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le Sénat français réclamait depuis longtemps la tenue d'un débat sur la stratégie de la France dans la zone sahélienne. Il faut souligner que la séance organisée mardi le 9 février au Sénat français sur l'opération Barkhane, son bilan et ses perspectives, a démontré jusqu'où les attentes sont immenses du côté de la France. En fait, on savait déjà que la Chambre haute, à majorité à droite, n'entendait pas demander un retrait des troupes françaises du Mali. Mais la question centrale reste posée. Quel avenir envisageable pour l'opération Barkhane au Mali en particulier, et au Sahel en général? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos analystes, qui sont sur le plateau d'Afrique Média. Suivons. Rebonsoir donc à tous. On pourrait dire que le Parlement français, en tout cas les sénateurs, ils sont divisés puisque beaucoup estiment que l'opération Barkhane au Mali et naturellement ouverte au Sahel a été pendant les 8 dernières années un échec total. D'autres soutiennent que cette opération est nécessaire parce qu'en principe, elle a été engagée pour lutter contre les terroristes au Mali, mais aussi dans le Sahel. Mais ce qui complique l'affaire en ce moment, c'est que beaucoup de parlementaires, sénateurs français estiment qu'il faut retirer l'opération ou tout au moins la renforcer. Comment renforcer cette opération? Ils trouvent légitime les manifestations ou la forte mobilisation des populations maliennes qui n'en veulent plus parce que l'opération Barkhane a encouragé donc plutôt l'insécurité au Mali au lieu justement de pacifier le pays. Et d'ailleurs, Ibrahim Boubacar Keïta a été tensé en plein Parlement. Alors, Paul Elango, les lits bougent au niveau de Paris. Vous avez suivi certainement, on peut dire un sommet sur Barkhane, mais l'Assemblée, les parlementaires français se sont réunis, mais apparemment ils sont divisés. Bonsoir, monsieur Hubert Etunji. Vous avez ajouté Ango, c'est Paul est là tout simplement. Paul Ango est là, c'est un autre. Paul est là, merci. De regretter mémoire d'ailleurs, un très grand panafricaniste et historien. Ah, ça c'est vrai. Pour le rappeler. Et donc, au sujet de la force Barkhane, que j'appelle à juste titre, je pense, la farce Barkhane, parce qu'il ne s'agit pas d'une force. Quand il s'agit d'une force d'occupation, il ne faudrait pas lui donner les prétentions d'une force de libération, parce que la France, à travers Barkhane et son opération, n'a aucune intention de partir du Mali. Et la guerre fait le jeu des pilleurs et des spolieurs. Et il est dommage qu'on reste encore dans cette logique d'hégémonie au prix des vies humaines, au péril des vies humaines sur place, ce qui ne peut pas continuer. Alors le Sénat, dans ses positions, le Sénat français, reste dans une logique de paternalisme vis-à-vis de l'Afrique, parce que la France, de façon perpétuelle, s'entête à penser que l'Afrique c'est son précaré et que le devenir de millions d'Africains peut se décider dans un Sénat français. Et heureusement, il y a toujours quelques voix dissidentes qui sont pro-liberté et qui justement se rendent compte que le pillage de la France en Afrique et notamment au Mali par le canal du prétexte de l'opération Barkhane ne peut juste pas continuer, parce que c'est des milliers de victimes depuis au moins 7 ans aujourd'hui, depuis 2013 que ces interventions françaises ont commencé. On va dire depuis 8 ans. Depuis au moins 8 ans que ces interventions françaises ont commencé. Je vous rappelle qu'il y a eu Épervier, il y a eu Serval et que tout cela n'a rien donné et que ces forces-là, prétendument venues délivrer l'Afrique et précisément le Mali et le Sahel en général de l'occupation et des assauts djihadistes, n'ont jamais rien donné. Et ce n'est pas la farce Barkhane qui aujourd'hui va démentir ces piteux résultats-là. Et que voulez-vous? Rappelez-vous que le Sénat français, toujours dans des décisions similaires relatives à l'Afrique, avait décidé dernièrement, en tout cas décidé et ratifié de façon unilatérale, sans le consentement et sans la voix des pays africains concernés, c'est dire tout le mépris. On en a parlé sur ce plateau d'ailleurs, le fameux passage du franc CFA à l'écho,
et c'est le même Sénat français qui avait ratifié de façon unilatérale cette autre farce-là. Et aujourd'hui, le Sénat français pense toujours pouvoir, dans la logique de son précaré africain prétendu, décider en lieu et place des Africains et dire ce qui est bon pour les Africains, comme si nous n'étions pas aptes à penser par nous-mêmes. Il faut dire que alors, c'est peut-être, il faut juste vous relancer. En suivant cette session du Sénat ce jour, on a constaté, parce que il y a certains sénateurs qui disent qu'il faut d'abord consulter ces pays. Absolument. Consulter le Mali. Heureusement que vous avez des sénateurs français qui sont encore dotés d'un peu de bon sens. Et de beaucoup de bon sens même, je dirais, de la part de ceux-là, parce qu'ils sont lucides et ils se rendent bien compte que même dans la géostratégie élémentaire, c'est pour ça que je m'étonne un peu de ce que la France, qui est présentée comme un grand pays, n'arrive pas à avoir une lecture des événements historiques simples, puériles même, qui consiste à voir que les rapports de force dans le monde ont changé et que les paradigmes d'il y a 60 ans ne peuvent pas être les paradigmes d'aujourd'hui, mais elles restent comme ça momifiées dans des pratiques anciennes qui, de fait, n'ont aucun intérêt ni pour leur peuple, ni pour nos peuples. Et c'est justement pour ça, heureusement, que vous avez donc des sénateurs qui comprennent très bien que la France ne peut plus continuer à manifester ce mépris ostentatoire vis-à-vis des pays africains, parce qu'en réalité, ça ne peut que se retourner contre elle, et qu'il faudrait qu'elle ait le courage, cette France-là, de prendre ses responsabilités en définissant un autre modèle, un autre schéma, un autre rapport avec les pays qu'elle pense être soumis à sa tutelle, alors que aujourd'hui il y a une nouvelle donne, il y a une nouvelle dynamique africaine, notamment motivée par sa jeunesse, qui veut en découdre avec ces pratiques d'un autre temps. Et rappelez-vous que le 20 janvier dernier, une grande manifestation des jeunes Maliens a été étouffée par les autorités maliennes, notamment le président du Conseil national de transition, le colonel Do, et que cette manifestation-là est latente, en fait, c'est relant. On parle de sentiment anti-français, il ne s'agit pas d'un sentiment anti-français, il s'agit d'une soif légitime de liberté pour enfin sortir des géoles et du carcan de la France impérialiste qui dure depuis trop longtemps aujourd'hui. Merci à vous, Paul est là, on doit le dire, hein, la tête de file des sénateurs français qui disent non à cet état de choses. C'est la France insoumise qui pense qu'en 8 ans d'intervention au Mali, la France a essuyé des échecs et il n'est plus question aujourd'hui d'aller dans ce sens. Il faut revoir et justement consulter le pays, les responsables du pays et d'ailleurs aussi les populations. La persistance des manifestations pour la France insoumise, c'est tout simplement parce que Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été soutenu par la France, on a aussi entendu ça ce jour au cours de cette session, qui a été soutenu par la France, n'a rien fait. Et je me suis posé la question, on va prendre d'abord cet élément au niveau de la réalisation. Je me suis posé la question de savoir si c'est la logique du maître, quand son élève a échoué, il dit que bon, là, c'est sa responsabilité. On peut revoir ça tout à l'heure. Je ne sais pas si au niveau de la réalisation, c'est bon, on va prendre cet élément qui essaye aussi de nous donner un cadre par rapport à la tenue de cette session du Sénat français où les voix sont divisés sur un bilan de Barkhane au Mali qui est pour certains mitigé, pour d'autres un échec. On prend cet élément, on revient tout de suite. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord vous remercier, Monsieur le Président, d'avoir accepté l'organisation de ce débat. Le Sénat, j'en suis convaincu, s'honore de ce moment de vie parlementaire et démocratique. Il est exceptionnel, aussi bien par sa forme, avec une expression réservée aux groupes politiques, que par le sujet traité, l'opération Barkhane. Je voudrais également vous remercier, Monsieur le ministre de l'Europe des Affaires étrangères, Madame la ministre des Armées, d'avoir bien voulu y participer. Loin de tout esprit politique, ce débat nous permettra notamment de vous faire part des travaux qu'a menés la Commission des Affaires étrangères et de la Défense depuis plus d'1 an. Au moment où l'opinion publique semble s'interroger, il est sans doute bon que les institutions jouent leur rôle en permettant
une expression diverse mais constructive. Ce débat, c'est d'abord l'occasion de saluer une fois encore l'engagement exceptionnel de nos militaires. Rappelons-nous le prix très lourd qu'ils ont payé, avec 55 morts, et aujourd'hui, un souvenir plus particulier pour le fils de Jean-Marie Bockel, notre ancien collègue, qui fêterait aujourd'hui même ses 30 ans. Nous nous inclinons devant leur mémoire. Notre reconnaissance et notre soutien vont bien sûr aussi aux nombreux blessés. Nous ne les oublions pas. Expliquer leur action, expliquer le sens de leur mission, comme nous allons le faire cet après-midi, c'est sans doute la meilleure manière de leur rendre hommage. Le 22 avril 2013, nous avons autorisé la prolongation de l'opération Serval, conformément à l'article 35 de la Constitution. Près de 8 ans plus tard, Serval est devenu Barkhane et la France est toujours engagée au Sahel. En 8 ans, les modalités de notre engagement ont beaucoup évolué. Le nombre de nos soldats a fortement augmenté, 3 000 à l'origine, puis 4 500, enfin 5 100. L'ennemi, hélas, s'est aussi beaucoup transformé. L'État islamique au Grand Sahara est monté en puissance et les attaques djihadistes se sont étendues dans le centre du Mali, dans la zone des 3 frontières, puis au Burkina Faso et menacent maintenant tout le golfe de Guinée. Quelques jours avant le sommet de N'Djamena, il est donc temps de faire ensemble le point sur cet engagement de longue haleine et de tracer de nouvelles perspectives. À cet égard, savoir si 600 soldats vont ou non quitter Barkhane, c'est certes important, mais n'apporte pas totalement la réponse que nous attendons. Nous souhaitons avant tout comprendre la stratégie du gouvernement pour la période à venir. En effet, un double constat s'impose à nous. D'une part, sur le plan militaire, Barkhane a remporté, c'est indéniable, de très nombreux succès tactiques. Nos forces armées, il faut le rappeler, ont remporté des succès considérables, notamment avec l'opération Bourrasque ces derniers temps. De nombreux chefs djihadistes ont pu être neutralisés, ce qui a en partie désorganisé les groupes terroristes. En outre, nous sommes parvenus à mobiliser le soutien d'un certain nombre d'alliés européens, même si les moyens qu'ils ont mis en œuvre nous paraissent encore insuffisants. La force Takuba a pu commencer à entrer en action. Les armées de nos alliés du G5 Sahel ont également progressé, souvent en payant le prix du sang. Nous devons leur rendre hommage, car le tribut qu'ils ont payé est indiscutablement un prix très fort dans la lutte contre le terrorisme. Ainsi, grâce à la pression exercée en permanence par nos forces et par celles de nos alliés, la constitution d'un sanctuaire djihadiste a pu être évitée, ce qui était l'objectif initial. Un autre constat, cependant, s'impose à nous. Le dénouement de cette crise qui dure depuis 8 ans ne sera certainement pas militaire, nous le savons. La solution ne peut être que politique et par conséquent, elle est essentiellement du ressort des Maliens eux-mêmes. Or, les accords d'Alger n'ont pas été appliqués. Pire, le nouveau coup d'État au Mali nous donne parfois l'impression d'un retour en arrière de près de 8 ans. Dans ces conditions, allons-nous signer pour un nouveau bail de 8 ans et que se passera-t-il si au terme de cette période, rien n'avait changé sur le plan politique au Mali? Certes, nous ne pensons pas, bien évidemment, qu'un retrait brutal de nos armées soit la bonne réponse. Ce ne serait ni conforme à nos intérêts, ni à celui de nos alliés qui ont demandé notre aide. Nos choix doivent au contraire consolider les acquis de Barkhane et non les sacrifier. Mais nous sommes en droit, compte tenu de notre engagement et du prix que nous payons, d'attendre des progrès sur la voie de la réconciliation nationale malienne. Lors du sommet de N'Djamena, quel sera, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Madame la ministre des Armées, quel sera le message de la France à nos alliés sahéliens? En somme, c'est votre feuille de route pour la période à venir que nous souhaitons connaître. Les Français veulent tout simplement savoir quel est le plan du gouvernement pour qu'un jour, la France puisse retirer ses forces sans craindre un nouveau séisme.
De notre côté, nos travaux ont mis en évidence le caractère crucial du développement économique et par conséquent celui de l'aide publique au développement. C'est essentiel pour lutter contre les causes profondes du terrorisme au Sahel. Sinon, nous ne traiterons que les symptômes et les populations locales finiront par nous voir comme des troupes d'occupation. Nous avons dépensé 900 millions d'euros pour Barkhane en 2019, contre seulement 85 millions d'euros en aide publique au développement net pour le Mali. Certes, nous ne sommes pas seuls. L'Alliance Sahel, créée en 2017, a mobilisé des sommes aussi très importantes. Toutefois, il nous reste très difficile d'atteindre des régions qui en ont le plus besoin, particulièrement au nord du Mali. C'est pourtant la seule façon d'offrir des perspectives aux jeunes de ces territoires. Éducation, santé, services publics de base, c'est là les améliorations concrètes que les populations attendent et qu'elles doivent voir enfin arriver. La future loi d'orientation sur la solidarité internationale, que nous allons enfin pouvoir examiner dans quelques semaines, sera l'occasion de réorienter plus encore ces priorités. Enfin, notre débat d'aujourd'hui doit être l'occasion d'aborder des préoccupations plus immédiates. En particulier, la protection de nos soldats constitue pour nous une priorité absolue. Qu'en est-il du renforcement du blindage des véhicules légers que nous attendons encore? Ne faut-il pas basculer, dans la mesure du possible, vers davantage d'aéromobilité, puisque les principaux attentats qui touchent nos troupes ont lieu dans les transports automobiles, dans les convois automobiles? À cet égard, j'ose croire que l'actualisation de la loi de programmation militaire nous permettra aussi d'aborder directement ce sujet. Vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, nous sommes loin de toute posture. La diversité des points de vue qui vont s'exprimer le montrera. Nous sommes face à une situation difficile, à une situation complexe. Il n'y a pas de solution toute faite, mais nous devons nous confronter ensemble à cette complexité. C'est là le rôle et l'utilité du Parlement. Mes chers collègues, ce débat est aussi un symbole. Il s'adresse à nos concitoyens pour qu'ils sachent que partout où la France se bat, c'est pour faire progresser la paix. Quant à nos soldats qui patrouillent en ce moment même dans les déserts brûlants et dangereux du Sahel, puissent-ils accueillir ce débat comme la marque de notre confiance et de notre soutien. Ils sont la fierté de la France. Alors voilà qui est dit au cœur de cette intervention. D'ailleurs, on comprend bien que c'est le débat. C'est un débat sur cette loi qui est proposée, mais en réalité, est-ce qu'il y aura débat? On verra en fin de compte ce qui se passe là-bas. On reçoit sur ce plateau Monsieur Nguéné. Vous êtes expert dans des questions de sécurité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Hubert, bonsoir à nos chers panélistes, bonsoir à tout le monde entier qui nous regarde. Et c'est aussi l'occasion de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021 parce qu'on ne s'est pas vu depuis. Et comme ça aussi profiter pour saluer la brillantissime armée camerounaise et son chef de l'État, aux côtés desquels nous avons le ministre de la Défense, Joseph Betty Assoman, qui au sortir du CHAN 2020, qui s'est tenu en 2021, vient de démontrer la capacité militaire et sécuritaire du Cameroun, ce que j'ai personnellement vécu. Et c'est l'occasion ici de féliciter le niveau et la montée en puissance et le professionnalisme de cette armée qu'on attend d'écrier, qui, pendant pratiquement un mois, vient de démontrer que quand l'État veut qu'il y ait paix et sécurité pour les concitoyens, c'est possible. Donc, je pense qu'on va passer de très bons moments. Surtout alors, sur avec vous, avant d'aller vers Luc Michel, on entre dans le vif du sujet. On est dans le sujet pratiquement. Je ne sais pas si vous avez suivi l'intervention tout à l'heure. Ce que je dois relever avec vous, c'est la toile de fond de cette intervention. Est-ce que la France doit laisser 600 hommes se balader au Sahel? J'oriente un peu ce qu'il voulait dire parce que ils sont eux-mêmes en insécurité.
Est-ce que la France doit laisser cette opération? Qu'est-ce que le Mali va devenir? Voilà autant de questions. Et justement, lui-même a reconnu, et d'ailleurs d'autres sénateurs, que le pays étant insécure, ça a provoqué des manifestations au niveau des populations. Déjà, merci pour cette question, M. Hubert. Et ce que je devrais d'abord dire d'entrée de jeu, non sans avoir salué M. Luc Michel de l'autre côté, c'est de relever le fait que doit pour la France, oui. Parce qu'elle est engagée dans un théâtre des opérations où elle n'a que ses intérêts à préserver et à protéger. Maintenant, cela est-il normal? Nous pensons non. Et même indiqué. D'autant plus qu'aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans que l'armée malienne, sous le couvert de l'Union européenne, a bénéficié des formations militaires pour reconstruire cette armée qui était désagrégée avec la crise malienne sur le plan politique. Et nous pensons que cette armée est aguerrie aujourd'hui pour pouvoir faire face aux djihadistes, d'autant plus que l'opération Serval, à son départ en 2013, qui s'est muée en opération Barkhane, n'a pas produit des fruits satisfaisants. Non sans relever le fait que le déploiement de l'armée française dans la zone sahélienne, notamment au Mali, rentre dans un registre qui vise toujours à tenir les États africains sous coupole. Quand on sait ce qui s'est passé avec la tuerie barbare de Muammar Kadhafi, et dont les raisons ont permis de dire que toute la bande sahélienne était en insécurité, étant donné que le matériel qui était à la disposition de l'armée libyenne était essentiellement français. Ça, il faut le relever, que ce soit des missiles sol-sol ou des missiles sol-air, parce que l'armée libyenne était fortement équipée, et vous savez que c'est aussi un business, l'armement. Et vous êtes d'accord avec moi que depuis que Muammar Kadhafi a été brutalement assassiné, on n'a pas vu un seul missile être tiré ou utilisé par des djihadistes. Où sont donc passés ces tonnes d'armement? Ça veut tout simplement dire que ceux qui les avaient vendus les ont récupérés pour les recycler sur le marché ou encore sur d'autres théâtres des opérations, peut-être en Syrie. Donc l'armée française n'est pas dans la bande sahélienne pour l'intérêt malien, et l'importance qu'elle y demeure n'est donc pas au bénéfice du Mali. Quand on a fini de dire ça, il faut maintenant comprendre que nous sommes dans une question de géopolitique où aujourd'hui la France veut montrer du muscle là où elle a perdu non seulement la guerre et même la bataille face aux djihadistes, parce que le bilan aujourd'hui il est totalement négatif et en défaveur de cette armée qui a vu son image sur le plan professionnel être totalement atteinte, voilà, écornée, et sur le plan même militaire, elle n'a pas su démontrer que c'était une armée offensive qui est allée là-bas pour remporter un combat. Parce que, il faut le dire, qu'est-ce qu'un désert? Qu'est-ce qu'une bande sahélienne? Nous savons qu'il n'y a pas de forêt dans une bande sahélienne. Il n'y a que de la steppe dans une bande sahélienne. En dehors des grottes ou quelques montagnes, isolées, il faut le préciser. Et dire que les terroristes, les djihadistes, ils sont réfugiés depuis 2013, ça va faire 8 ans, et qu'ils n'ont pas pu être délogés par une armée qui est parmi les 10 meilleures armées au monde, avec l'équipement que l'on connaît, on doit quand même se poser des questions. Et on peut aussi facilement tirer la conclusion que nous sommes là face à une vaste escroquerie, surtout qu'il faut relever quelque chose de très important. Parce que quand je viens sur votre plateau, c'est pour apporter un certain type d'information. La guerre coûte cher, mais la guerre est toujours financée. Et contrairement à ce qu'on nous laisse croire, c'est que c'est la France qui supporte la guerre, c'est faux.
La France peut peut-être faire ce qu'on appelle des avances en termes de mise en route des équipements et des hommes, mais c'est le Mali qui paye le tribut à côté du fait qu'il est pillé. Parce que toute arme qui est tirée de ce côté, c'est une facture qui est adressée au Mali. Voilà pourquoi vous avez souvent fait ces débats sur le pacte colonial avec la question de la défense qui a été évoquée. Ce n'était pas pour nos bons yeux. Voilà. Tout simplement parce que quand ils viennent à double titre. Ils viennent pour prendre ce que vous avez et en plus vous devez payer le service qu'ils viennent faire chez vous en votre défaveur, donc vous êtes doublement spolié. Et aujourd'hui, je pense que avec la transition qui s'est mise sur pied au Mali, il est temps que les Maliens, le pouvoir malien et la société civile malienne se lèvent pour véritablement demander à la France, non pas de laisser 600 hommes, mais de repartir avec tous ces 600 hommes. Du moins, parce qu'ils sont 5100 dans cette partie de la Corne de l'Afrique, et ils veulent laisser 600 hommes. C'est pourquoi, d'autant plus que nous savons que, quand on regarde les bases françaises qui sont dans les différents pays, on voit ce qui se passe en Centrafrique, on voit ce qui se passe au Tchad, on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on se rend toujours compte que ces bases sont des bases tactiques de projection. Donc c'est pour la sauvegarde uniquement des intérêts. Alors qu'aujourd'hui, l'Afrique, nous militons pour une Afrique décomplexée, pour une Afrique valeureuse, pour une Afrique dont la diplomatie se veut gagnant-gagnant. Quand on ne trouve pas des intérêts comme avec l'opération Barkhane, il faut tout simplement passer à autre chose pour qu'il y ait une question de multilatéralisme et de coopération militaire qui se fasse avec d'autres pays. Donc 600 hommes, c'est pas intéressant. Ils doivent partir avec toutes leurs 5100 personnes et tout leur armement, d'autant plus qu'il y a d'autres partenaires aujourd'hui. Il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a le Pakistan, il y a l'Iran qui est là. Et il faut qu'on voie aussi de ce côté-là. C'est ce que je peux dire d'entre eux sur cette question. Merci à vous. Votre position, c'est que la France doit déménager du Mali et probablement de toute la zone du Sahel. Et on sait que Alors André Christelle Fanga, vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Il y a quand même une incompréhension dans cette affaire, ou peut-être une illogique. Comment expliquer que le sort d'une opération qui est basée au Mali, qui agit au Mali, et qui agit dans les 5 pays du G5 Sahel, le sort de cette opération soit discuté au Sénat français? Merci Robert Etondi de m'avoir invité. Bonsoir aux panélistes qui sont avec nous sur le plateau, que je retrouve d'ailleurs, que je suis très content de partager le plateau avec eux. Bonsoir aux techniciens. Vous posez une question tellement très importante et c'est pour ça me fait référence à l'appel condescendant après le sommet de l'OTAN de M. Emmanuel Macron qui appelle les présidents africains, venez me dire, surtout du G5 Sahel, venez me dire pourquoi le sentiment anti-français est en train d'augmenter au niveau de votre sous-région. Il les a convoqués en télévision, en direct, sans aucune invitation. Ça a parlé du sommet de Pau. Mais bien sûr, ça a justement provoqué la colère de monsieur, Jean-Marc Kaboré, le président du Burkina Faso, qui était obligé de faire une intervention dans ce sens-là. Il dit, mais attendez, il faut qu'il y ait quand même un peu de diplomatie. Vous ne vous adressez pas à des gens, à des individus, vous vous adressez quand même à des chefs d'État. Donc une convocation qui se fait à cause d'une intervention télévisée. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de mépris. Donc quand vous posez la question de savoir comment se fait-il qu'une opération qui a lieu au Mali, où tout est fait au Mali, dans le Sahel, et c'est au Sénat français que les discussions se font pour demander s'il faut partir ou pas. Alors que le mouvement Yere Wolo demande le départ de Barkhane. Tous les pays africains, tous les activistes africains, toutes les associations africaines demandent le départ de Barkhane. Donc c'est une incongruité extrêmement criarde de dire qu'aujourd'hui, il faut que ça se discute au Sénat français pour qu'on décide.
Non, nous pensons aujourd'hui, nous avons tellement subi les affres de cette opération Barkhane qui n'a rien produit. Nous avons fait une très belle émission l'autre jour par rapport à ce bilan, le bilan de Barkhane. Est-ce que vraiment elle a produit quel résultat? Mais dites-moi un seul instant, quelle opération française a déjà produit un résultat? Que ça soit l'opération Barkhane, opération Épervier, opération Serval, opération Sangaris, opération... Toutes ces opérations n'ont produit que la guerre, que les déstabilisations, que des rébellions. Aujourd'hui, c'est au Sénat qu'on va débattre si Barkhane doit quitter le Mali. Non, monsieur. Barkhane doit quitter le Mali. C'est notre position. Elle ne se discute pas. Et même s'ils font leur petit simulacre là, parce qu'on arrive au Sénat, parce que c'est quand même des Français et c'est les politiques françaises. Et on va leur expliquer que non, nous voulons justement rester là-bas parce qu'en réalité, ce qui vous nourrit, c'est ça que nous puisons au Mali. Parce que la vérité, c'est que la déstabilisation du Sahel, du Mali en particulier, c'est que la France continue à puiser de l'or, continue à puiser l'uranium, continue à puiser les matières premières dans ce territoire-là. Donc, si vous les Français, vous dites que nous on doit quitter, ou bien le Sénat décide, vote une loi, adopte une loi qui décide, qui met fin à l'opération Barkhane, ça veut dire que vous coupez en réalité la branche sur laquelle vous êtes assis, ou bien vous êtes accroché. Donc il faut véritablement travailler de façon... Alors que nous les Africains, nous comprenons le jeu trouble, le jeu de cette opération au niveau du Sahel. Parce que aussi longtemps que cette force sera là, il n'y aura pas de stabilité. La preuve en est aujourd'hui, toutes les conquêtes ou bien toutes les opérations françaises n'ont jamais produit de résultats. Partout où ils sont passés, les rébellions sont restées. Ils ont fait combien de temps en Centrafrique? Ils ont, avec l'opération Sangaris, je crois que c'était Sangaris, oui. Ils ont fait combien de temps en Centrafrique? Ça produit quel résultat? La Centrafrique est toujours en guerre, a toujours des rebelles. Donc, arrêtons de faire croire que non. Les solutions de nos États se trouvent à l'Occident, ou bien c'est les Français qui vont décider. C'est la même chose avec le franc CFA. On a dit non. Le ministre français, ou bien des Finances, ou bien le directeur du Trésor français, ils ont décidé, ou bien les députés et les sénateurs français ont décidé que non, c'est la mort du franc CFA, ou bien le franc CFA ne va plus exister. Maintenant, est-ce que c'est là-bas que ça se décide? Non, non, arrêtons ça. Les capitales, nous ne dépendons plus de Paris. Peut-être les Mamadou Issoufou, les Alassane Dramane Ouattara dépendent de Paris. Mais nous, les Africains de ce siècle-ci, nous ne dépendons plus de Paris. Donc les décisions ne doivent plus venir du Quai d'Orsay, ni du Sénat, ni des autres organisations françaises, ou bien des ONG et de tout le reste là. Nous devons prendre nos propres décisions. Et nous pensons qu'aujourd'hui, ce gouvernement de transition qui est au Mali, qui joue faux jeu maintenant, parce que la vérité, c'est que les gens ne peuvent pas se mobiliser. Dire que, ok, nous allons demander le départ de Barkhane et toutes les forces françaises du Mali. Ils interdisent la manifestation, soi-disant le Covid. Ah bon? Le Cameroun a organisé une très belle chaîne avec le Covid. Vous avez vu le mouvement. Aucun cas de Covid n'est parti. Aujourd'hui, nous avons maîtrisé. Donc, en Afrique, nous avons les capacités de maîtrise. Pourquoi nous prendre pour des idiots? Continuer à penser que non, nous ne pouvons pas organiser nous-mêmes notre propre défense. C'est extrêmement faux. Barkhane doit partir et ce n'est pas le Sénat qui doit décider du départ de Barkhane au Mali. Merci à vous, André Christelle Fanga. Alors, Serge Onguéné, vous êtes justement expert dans des questions sécuritaires. Je relevais un premier paradoxe tout à l'heure, mais il y a un autre, c'est que les députés, les sénateurs eux-mêmes disent que la solution ne sera pas dans la guerre, alors qu'ils ont une opération. Ils ont des opérations et des bases militaires. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe à ce niveau? Oui, c'est très compréhensible parce qu'aujourd'hui, il y a ce que nous appelons en Afrique l'éveil des consciences. Donc, un média comme le vôtre a permis de construire au niveau de la base sociale africaine, et ce qui fait qu'avec les intellectuels dont nous regorgeons aujourd'hui, certaines choses se comprennent très naturellement. Quand vous avez une opération, comme nous sommes sur le cas de Barkhane, qui commandait les opérations sur le terrain au Mali contre les djihadistes. Vous avez une armée malienne qui est formée par l'Union européenne via des pays comme l'Estonie, l'Allemagne et autres. Et vous vous rendez compte que le commandement de Barkhane empêche des hélicoptères maliens de voler pour combattre les djihadistes. Il ne faut pas être
inférer de l'intelligence ou de la connaissance pour comprendre que là nous sommes dans un jeu trouble où des hommes liges sont mis en avant pour caporaliser les richesses et assujettir les peuples africains. Malheureusement, il se passe que, las de voir cette situation qui cause le recul de nos pays, notamment du Mali, avec la paupérisation de la population qui se construit davantage par les canaux comme ceux d'Afrique Média, certains intellectuels, certaines personnes ressources de la société civile ont réussi à tirer la sonnette d'alarme. Du coup, tout est exposé et tout le monde sait ce qui se passe. Nous sommes convaincus et conscients que l'opération Barkhane, ce n'est pas une opération militaire. Donc ce n'est pas un champ d'opération opérationnel cinétique comme on le dit. Ils ne vont pas en guerre pour dénicher, comment je vais dire, des djihadistes, ceux qui attaquent le Mali. Ils vont en guerre, entre parenthèses, pour protéger leurs intérêts. Voilà pourquoi, comme l'a relevé M. Fanga tout à l'heure, vous verrez, il y a une image qui a circulé, toujours dans ce Mali. Les militaires français, en plein dans les mines, c'est toujours au Mali qu'on a arrêté une cargaison d'or. Peut-être vous avez dû suivre ce scandale avec l'ancien président, c'est Ibeka. Ibrahim Boubacar. Voilà, qui a été mis en cause là-dedans parce qu'il avait couvert cela. Et tout ça allait sur Paris. Comment expliquer qu'il y ait des aérodromes en plein désert? Si les avions peuvent se poser et repartir sans être sous le contrôle de l'aviation ou de l'autorité aéronautique malienne, ça veut tout simplement dire que c'est une zone de trafic. Et le trafic ne peut être qu'à l'avantage de la France. Et aujourd'hui, nous l'avons compris. Et la société civile fait pression. Et la diplomatie entre en jeu. Voilà pourquoi c'est la Commission des Affaires étrangères et de la Défense qui va poser le problème au Sénat français. Ouais. Donc, c'est un jeu en fait. Parce que ces diplomates, ils mangent tous dans la même sauce. La sauce française. Contre les Africains, il faut le dire. Même si certains essaient de se démarquer, comme ce député que nous avons écouté tout à l'heure, il faut dire que la classe française en général sait et est consciente de ce que sa ressource est tirée d'Afrique. Maintenant que Afrique Média est arrivé, maintenant qu'il y a les éveilleurs de conscience, maintenant que les Africains ont pris conscience de ce que ils sont le capital du monde à venir. Parce qu'un continent à lui seul, qui regorge plus de 60% des réserves mondiales de ressources du sol, du sous-sol, on comprend tout simplement que nous aussi nous devrons être une puissance. Et face à ce jeu, face à cette situation, la France se rend donc compte qu'elle ne va plus continuer à nous vendre du vent. Vous savez, juste pour faire un parallèle, oui. Monsieur Hubert, qu'est-ce qui fait la force de la France? Vous répondez. La force de la France, c'est le mensonge diplomatique. C'est la vente du vent. Et je vais l'expliquer très simplement. On s'habille en Louis Vuitton, c'est aussi du coton. Je vois votre belle chemise en petit pois. Mais si on met Louis Vuitton, votre chemise coûte 25-30 fois plus cher. Ça, c'est la France. Quand on vous vend un parfum, excusez la publicité Chanel, c'est de l'eau avec des mixtures, des fleurs de chenou, hibiscus et tout cela. Quand c'est Chanel, ça coûte 400 €. Ça, c'est la France. Quand on laisse notre bon breuvage Matango, vin de palme qui peut soigner la prostate, parce que quand vous regardez nos octogénaires, ils sont plus solides que nos sexagénaires qui vivent en ville. Ils vont au champ, ils font 10 km par jour, parce qu'ils boivent ce vin de palme, ce vin de raffia. Mais avec la France, on vous fait comprendre qu'il y a un cépage qui a fait de 1961, comme j'ai vu une bouteille aujourd'hui qui coûte 7000 €. 7000 €, une bouteille de vin. Qu'est-ce qu'elle vous fait? Elle vous apporte quoi? Elle vous rallonge la vie? C'est pour dire tout simplement que
La France, c'est la diplomatie du mensonge, de l'esbrouf. Et elle a réussi à l'imposer au monde entier. Et à faire en sorte que les autres soient complexés. Voilà pourquoi elle a du mal à partir aujourd'hui avec des pays comme la Turquie. Vous avez suivi le président Erdogan. Il a dit, bah, vous venez me donner les leçons, mais dites-moi d'abord pourquoi vous êtes là-bas au Mali. Qu'est-ce que vous faites en Afrique? Mais partez aussi de là. Vous venez me donner des leçons alors que si vous quittez là une seule semaine, je pense que les Français qui aiment bien grever, ils seront tous dans la rue. Parce que moi, j'ai été en France, j'ai vécu en France un bout. Nous savons le misérabilisme qui se situe et nous savons que ce sont nos ressources qui ont construit ces pays-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, la France voudrait se repositionner en mettant en avant des hommes liges avec lesquels elle va procéder par des négociations, pour ne pas dire des impositions, via des moyens de coopération bilatérale. Sinon, pourquoi la France ne voudrait pas que les pays comme la Turquie, l'Inde, la Chine, l'Iran, tous ces pays s'intéressent à l'Afrique, la Russie, qui fait autant de problèmes par sa simple présence en RCA à la France. Tout simplement parce qu'elle sait que elle ment. Sa politique, c'est de mentir et c'est de donner aux autres l'impression que elle peut alors qu'elle ne peut pas. Et aujourd'hui, face à ce dilemme, elle se dit, d'abord, l'image de la France, elle est totalement délabrée en Afrique et c'est pas prêt de changer parce que les situations sont empiriques. On le voit à tous les niveaux. Et si même les Africains continuent d'aller en France, avec raison, c'est tout simplement pour récupérer le peu de ce que les Français leur ont pris. Donc nous irons toujours, on va demander les visas, qu'ils les interdisent autant qu'ils veulent, qu'ils mettent même la condition du vaccin à Covid. Nous aussi, on va créer notre vaccin et on va aller. Parce que la malchance qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas seulement le vaccin européen, il y a aussi le vaccin chinois. Il y a aussi le vaccin russe. Le vaccin russe. Donc, c'est pour vous dire tout simplement, monsieur Hubert, aujourd'hui, la France n'a qu'une seule issue. Et ce député, ces diplomates qui l'ont compris, souhaitent migrer vers là. Voilà. Mais alors, il est important pour les Africains de savoir que nous devons les attendre à ce tournant et être prêts. C'est-à-dire pour vous, on sort avec vous par là, je veux une précision, c'est-à-dire pour vous, la solution ne sera pas militaire, elle sera politique. Ça veut dire que c'est l'annonce d'une campagne pour pouvoir... Bien entendu, c'est une campagne et vous savez comment ils procèdent. Ils vont vous dire, on vous donne 30 000 doses ou 300 000 doses de vaccins comme c'est... De la pandémie anti-Covid, comme c'est la mode actuelle pour maîtriser. La preuve, M. Fanga le relevait tout à l'heure, une manifestation a été interdite au Mali pour cause de la Covid. Mais je profite de cette fenêtre pour dire ceci. On nous a parlé des mesures de distanciation sociale. Mais on nous prend, nous, Africains, pour idiots que ça. Dites-moi, monsieur Hubert, on nous a parlé d'1 mètre. On nous a parlé du port permanent du masque. Si je porte le masque, vous ne portez pas, je ne cours aucun risque. Et je vais vous donner la meilleure leçon. D'où elle vient du président de la République, son Excellence Paul Biya, du Cameroun. Parce que si vous portez votre masque, vous ne pouvez pas contaminer l'autre. On reste dans le cadre de ce que cette pandémie, elle est effective, elle est réelle. Ça veut tout simplement dire que même les manifestations peuvent avoir lieu. Et si le gouvernement ou les autorités maliennes sont arrivés à interdire une manifestation alors que ce sont ces manifestants qui leur ont porté au pouvoir, vous comprenez donc qu'il y a déjà un jeu diplomatique qui se fait. Donc la sortie du Sénat français n'est pas opportune, c'est quelque chose de bien pensé. Parce que quand vous suivez la chronologie des événements, vous comprenez tout simplement que les Français ont dit aux Maliens,
on va essayer de faire quelque chose, mais vous aussi, essayez de préserver notre image. Donc, ne permettez pas que la pression sociale augmente et on verra ce qu'on peut faire pour vous. C'est de ça dont il est question. Mais pour nous, Africains, nous disons tout simplement, sachons les battre, même sur le plan diplomatique, comme le fait le président du Cameroun. Merci Serge Onguéné. Je rappelle que vous êtes expert dans les questions sécuritaires. Je crois que au niveau de Yaoundé, les choses se sont arrangées. Le patriarche, bien voilà. Alors, patriarche, bonsoir et bonne année, Biloaï ici. Quelqu'un aussi qui a fait dans la sécurité, parce que vous êtes un ancien commissaire à la retraite. Lorsque vous regardez ce qui se passe au Mali, quel est l'aspect le plus important pour vous? Parce que là, nous avons une session du Sénat qui se tient, et au cœur de cette session, il y a quand même ce qu'on peut appeler l'embarras des sénateurs à prendre une option, une décision claire au sujet de Barkhane, l'opération militaire française qui est au Mali. Quelle est la lecture que vous faites de ce jeu, de cette posture embarrassante de la France actuellement? Rien n'est embarrassant pour ce qui est de la France. Tous les Français savent pourquoi Barkhane est au Sahel. Tous les Français savent. Et quand on envoie des armées en Afrique, c'est pas pour protéger l'Afrique, c'est pas pour protéger nos chefs d'État. Les armées, lorsqu'elles sont déplacées, ont plusieurs fonctions, ont plusieurs objectifs. Il y a l'entraînement des troupes, parce qu'en Afrique, c'est un environnement qui est comme un héros. Donc, il faut habituer les soldats à cet environnement-là. Il y a donc l'entraînement des troupes. Il y a l'essai des armes nouvelles. Et ensuite, il y a ce que je pourrais appeler l'épée de Damoclès sur la tête de nos présidents. C'est-à-dire que les armées étrangères sont là pour faire pression sur nos présidents. Et ensuite, elles sont là pour promouvoir ce qu'elles disent combattre, c'est-à-dire promouvoir le terrorisme. Parce qu'il y a l'intérêt, il ne faut pas oublier que les lobbies militaro-industriels font vivre les États du Nord. Parce que s'il n'y a plus de guerre, s'il n'y a plus de djihadistes soi-disant, ils vont vendre les armes. Comment? Pourquoi est-ce que les gens pourront acheter des armes? On achète des armes pour se défendre. Et pour que ça dure, il faut effectivement maintenir ces pseudo-terroristes, ces pseudo-djihadistes. Donc, l'histoire de Barkhane est claire. Lorsque vous voyez 5000 soldats français dans cette opération, avec les outils de collecte d'informations, avec les moyens de déploiement, si Barkhane était là-bas pour combattre le terrorisme, mais ce serait fini, c'est un mois maximum. Parce que lorsque vous avez des hélicoptères d'attaque, vous avez des hélicoptères porteurs de troupes, mais il suffit que les drones ou le satellite vous donnent l'information qu'il faut et en un tournement, vous êtes sur place. Ce d'autant plus que ce n'est pas la forêt. Et même quand c'est la forêt et que le radar a un problème, il y a le lidar. Le lidar travaille même à travers la verdure, à travers la forêt. Donc, ce qui se fait au Mali, par exemple, c'est l'occupation du Mali. Ces armées sont des armées d'occupation. Il n'y a pas de raison que les armées étrangères soient là. D'abord parce que lorsque Barkhane est là, Barkhane communique, les responsables communiquent entre eux sans que les responsables maliens, par exemple, puissent suivre leur communication. Or, les fréquences de communication de nos troupes sont suivies par les Français. Parce que d'abord, c'est eux qui nous ont donné le matériel, ils connaissent comment ils fonctionnent et comment capter telle ou telle fréquence. Donc, ce qui se fait au Mali,
ce n'est pas au profit de l'Afrique. C'est plutôt pour continuer à exploiter l'Afrique. Je dis qu'une armée, par exemple, avec les moyens de défense, avec les moyens de collecte des informations, cette histoire ne dure pas un mois. Or, si ça ne dure pas un mois, dites-moi, qui va protéger l'exploitation de l'uranium? Arrête va être protégé. Vous avez déjà entendu qu'on a attaqué de ce côté-là? Non. Et c'est pour cela que l'armée française est déployée. L'armée, ce n'est pas pour défendre l'Afrique. On n'a pas besoin de défendre l'Afrique. Si on voulait défendre l'Afrique, vous imaginez que le Sahel, c'est le désert. Et vous avez, comme je l'ai dit au départ, vous avez les drones pour observer et collecter les informations. Vous avez des satellites pour collecter et informer qui doivent agir. Et dès qu'ils sont informés, ils ont les moyens de faire rapide. Mais il y a des années avec l'opération Épervier, ce n'est plus Épervier, c'est Serval, ce n'est plus Serval, c'est Barkhane. Merci à vous, Patriarche Villa. Ici, peut-être que on va revenir vers vous tout à l'heure parce que le son est un peu laborieux. Peut-être que vous aurez, il faudra régler le micro à votre niveau pour qu'on puisse vous suivre d'une manière assez saine. Alors, je reviens rapidement sur ce plateau avant d'aller au standard. Alors, Monsieur Serge Onguéné, le patriarche Bial ici vient de dire que ce n'est pas une opération militaire et que c'est une opération pour les intérêts de la France. Au-delà de ça, vous étant qu'expert en questions sécuritaires, vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi l'Afrique au sud du Sahara ne rompt pas avec ce genre de situation, ou bien, en tout cas, ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis de ce genre de situation? L'Afrique ne rompt pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est une raison économique. Donc, il n'y a pas assez de ressources, parce que depuis les années d'indépendance, il faut le dire, on a tout fait pour paupériser l'Afrique, et le franc CFA en est une conséquence, ce qui a malheureusement entraîné le sous-équipement de nos armées. Et une armée qui est censée protéger un territoire doit être du moins à la pointe de la technologie. Que ce soit en formation, que ce soit en matériel offensif comme défensif, que ce soit en matériel de renseignement. Maintenant, tous ces pays, comme le Mali, sont déficitaires de tout cela. Et bien même quand certains ont eu des grands contingents en hommes, ils étaient totalement sous-équipés. Je vais vous prendre une image. Jusqu'aux années 2000, la plupart de nos bataillons avaient pour armes les plus, armes de combat pour les troupes, les MAS 36. Ça veut dire des armes qui ont été utilisées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et juste au-dessus, vous aviez la célèbre Kalachnikov. Et elle n'était pas en grand nombre. Vous voyez donc que face à des gens qui ont des armes tactiques de pointe qui tirent à 600 mètres, et vous qui avez une arme qui tire à 100 mètres, 200 mètres, il n'y a pas photo. Et quand on monte des djihadistes, généralement, c'est parce qu'on sait le type d'armement que vous avez. Parce que c'est eux qui vous ont vendu ces armes. Et du coup, vous n'avez pas la capacité de pouvoir réagir ou de vous porter en offensive. Vous avez besoin d'eux. Voilà pourquoi, pour prendre un parallélisme avec le Cameroun, parce que le Cameroun est un très bel exemple en ce qui concerne les armées africaines. Je vais épargner le Tchad, parce que le Tchad a été outillé, parce que la France, avec ses intérêts contre la Libye, qu'elle a réussi à déstabiliser des années plus tard. Voilà pourquoi vous verrez par exemple qu'au Tchad, vous avez des chars à chaîne, ce que nous n'avons pratiquement pas au Cameroun, mais cela ne fait pas du Tchad une meilleure armée que nous, bien que dans le classement, ils l'ont placé alors que les autorités tchadiennes disent
le Cameroun, et même le président, sur l'une de vos interviews, a relevé si on pouvait avoir un billet sous-régional, ça lui ferait plaisir. Donc, vous avez donc cette question économique qui est lancinante. On a paupérisé nos États et du coup nos armées n'ont pas pu s'équiper. Elles ont un déficit en tout et en formation. Et bien plus grave, on leur a montré un chemin unilatéral. Ça veut dire quoi? Pour les 14 pays de la zone franc, on vous a dit tout c'est France. Et cela dans le cocon d'une coopération militaire vide de sens parce que nous attendions l'intervention française. À côté donc de cette première conséquence, voilà, vous avez une autre qui est diplomatique. C'est les Français ont réussi à mettre dans la tête de nos gouvernants que tout c'est France. Made in France, c'est bon. Pensée française, c'est bon. Malheureusement, avec l'avènement de NTIC, l'ouverture au XXIe siècle, on se rend compte que le monde n'est plus bipolaire. Il est devenu multipolaire. Alors que dans nos logiques gouvernementales, nous étions jusque-là dans un fonctionnement bipolaire. Donc ça veut dire on échange avec un pays qui nous dit ce que nous devons faire et nous essayons de nous ajuster. Donc, vu ces questions, il est véritablement difficile pour des pays africains de se lever. Ils doivent avoir une stratégie avancée. Ils doivent aussi avoir des think tanks. Et ce sont des think tanks qui ont fait défaut jusqu'aujourd'hui, même à nos armées. Avec votre permission, on va revenir à vous, mais vous restez sur la perspective des think tanks, parce que en réalité, c'est comme si c'est un désert là-bas, qu'il n'y a pas d'intellectuels qui puissent implémenter des think tanks de cette manière, en rapport aussi avec les États. On va revenir, on va d'abord au standard des appelants qui nous attendent depuis. Monsieur Jean, vous êtes aux États-Unis, bonsoir. C'est la journée naturellement là-bas. Bienvenue sur Face à l'actualité. Votre contribution nous intéresse. Allô? Vous êtes à l'antenne, allez-y. Ok, merci Hubert. Bonsoir technicien. Bonsoir à vos invités, Paul, Serge et puis Christelle et notre patriarche Bilio ici. Merci Serge pour ton explication, c'est bien clair et bien lucide. Merci pour ton apport. J'espère que les dirigeants de cette zone, pour ne pas dire zone Sahel, puis de l'Afrique centrale, puis de l'Afrique de l'Ouest, seront à l'écoute de Afrique Média pour vos analyses, pour en tirer beaucoup de profit. Et alors, Hubert Trudy, vous voyez, et comme l'a dit tout à l'heure Serge, la France, voilà la diplomatie de la France, et depuis longtemps, que d'ailleurs tous les présidents, s'ils ont bonne mémoire, s'ils ont bonne conscience, doivent reconnaître que c'est effectivement diplomatie de mensonge. Mais avec le mensonge, on ne peut rien faire de solide et de sérieux. Ainsi, nous demandons sincèrement aux Maliens, aux autorités maliennes, de prendre le courage, pas seulement le Mali, mais la zone Sahel, d'être courageux. Soyez courageux, répondez à la France tic-tac. C'est très simple. Vous avez le choix aujourd'hui de choisir un partenaire qui vous aide réellement pour combattre le terrorisme. La Russie est là. Soyez courageux. Et nous encourageons Touadéra pour ce qu'il fait. Mais on ne met qu'une seule faire. Libérez l'Afrique, vous les autorités. C'est-à-dire, si nous vous voyons aller encore à l'Élysée, écouter ces paroles de mensonges de ces Français-là, mais ça nous énerve. On dit, mais nous sommes dans quel monde aujourd'hui encore que les gens sont, ils vivent comme si nous sommes encore dans les années 1940. Mais enlevez cette mentalité-là. Affrontez la France directement. Dites à la France de partir. D'ailleurs, que toute la population de cette zone sache que la France est le malheur, quel que soit ce qu'on va vous dire, quel que soit le bourse qu'on vous donnera, quel que soit ce qu'on vous donnera pour dire la nationalité française sera, la France est le malheur de la France. On ne peut pas décoller dans cette ambiance-là. Sincèrement, vous devez abandonner ces comportements. Arracher nos pays de la France, de la main de la France. C'est des menteurs.
Ils disent que la France aide les Africains. En quoi la France aide? Sincèrement, je ne sais pas si nos autorités sont à l'écoute. Soyez courageux. Et puis, cessez de bégayer avec de petites corruptions. La France est un pays corrupteur et corrompu. Que Dieu bénisse. Merci pour votre contribution. On reste au standard. Je crois qu'il y a un autre appelant derrière, Monsieur Jean. Allô? Monsieur, je n'ai pas le retour, hein. Vous êtes à l'antenne. Allez-y. Mais je commence quand même. Si je suis en direct, c'est bon. Si je ne suis pas en direct, tant pis pour moi. Alors, voilà, merci de m'avoir donné la parole, Monsieur Hubert Etumbi. Comme d'habitude, moi, je vais un peu ne pas suivre la ligne que tout le monde est en train de suivre en réalité. Parce que pour moi, je pense sincèrement que si la situation actuelle est en train de nous, en tout cas d'aller dans notre désavantage, c'est à cause de nous. Parce que nous sommes ici à discuter de ce que le Sénat français est en train de prendre comme décision et qui concerne l'Afrique. C'est aberrant que nous en soyons encore là au XXIe siècle, que des situations qui impactent l'Afrique, que les décisions par rapport à cette situation soient discutées ailleurs. C'est déplorable. Et comme d'habitude aussi, moi je pense que ce sont nos dirigeants qui doivent changer les choses. Nous sommes unanimes ici et nous prenons comme exemple, comme bon exemple, ce que le président Touadéra a été de faire en Centrafrique. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que si la situation en Centrafrique est en train d'être améliorée aujourd'hui, c'est le seul fait du leadership du président centrafricain. Par ricochet donc, si au Mali, si ailleurs, au Tchad, en Côte d'Ivoire, dans tous les autres pays, la situation ne marche pas, ça veut forcément dire que c'est un manque de leadership. Au Mali, il y a la France qui est présente et la présence française est en train d'être décriée par tout le monde. Nous, en tant que citoyens africains, nous dénonçons cela. Mais cette dénonciation ne suffit pas. Il faut que celui qui est l'exécutif, donc il faut que le pouvoir public malien, donc le président malien, c'est à lui que revient la dernière décision. Donc si ce président ne prend pas la décision de régler, de changer, n'est-ce pas, la donne, comme ça a été fait à Centrafrique, ça veut dire que quelque chose que nous allons faire ici comme débat, ça ne pourrait pas marcher. Donc c'est un problème de leadership au haut sommet de l'État. Donc ne soyons pas ici en discutant, je peux dire, dans le vide. Donc si nous ne faisons pas pression sur nos chefs d'État de prendre les décisions qui s'imposent, ça ne pourra jamais marcher. Le Sénat est là, le Sénat français est là, eux ils font leur débat, en tout cas ils prennent leurs décisions dans leur intérêt. Mais si nous déjà Africains, nous ne savons pas ce qui est bon pour nous, mais pourquoi est-ce que nous devons attendre à ce que ça soit les autres qui prennent de bonnes décisions pour nous? Ça ne marchera pas. Donc je le répète encore, c'est un problème de leadership africain. En Centrafrique, le président qui est là a montré ce leadership-là en prenant des décisions courageuses. Il faut que ça soit la même chose au Mali, au Niger, au Tchad et dans tous les pays de l'Afrique. Merci beaucoup. Et à vous, on va à Yaoundé au Cameroun. Jamal nous attend. Votre contribution nous intéresse. Bonsoir à vous et bonsoir aux autres. Vous voyez, c'est vraiment décevant et ça fait mal. Quand je pense que j'ai passé le temps en Asie, j'ai jamais vu la France s'asseoir loin dans son Parlement et son Sénat, discuter d'un pays asiatique. Ces pays qu'on dit qu'ils ont colonisé, peut-être le Cambodge, le Laos et le Vietnam, s'asseoir pour discuter. D'abord, vous commencez comment? Depuis que les Cambodgiens, Laotiens ou autres Vietnamiens se sont libérés, ils ont eu leur monnaie, ils ont eu des partenaires différents, et le développement a suivi avec les premiers partenaires qui est toujours la Chine et la Russie, et maintenant c'est un partenaire occidentaux qui viennent investir légalement en respectant le prêt de charge. Et c'est impensable que c'est en Afrique noire que tu vois des gens s'asseoir loin jusqu'à décider d'un territoire comme c'est impensable cela. Donc un Sénat, il s'essaye en France jusqu'à décider ce que vous autres vous allez faire. C'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Quelles sont les premières solutions? Pour qu'il y ait une solution, il est temps que demande élèves et demande à leur armée de devenir des patriotes et des nationalistes, comme les Asiatiques, comme au Cameroun. Parce que la plus mauvaise des choses, c'est que quand l'armée a produit son arme aux Occidentaux,
Mais c'est comme si c'est vous dire que le Seigneur vous a tourné le dos. C'est impensable. Donc, pas se passer, mais pas l'armée. Lorsqu'une armée a ce déjà joué le rôle des Occidentaux, mais vous êtes finis. Vous êtes parfaitement finis. Qui les a vous relevés? Puisqu'ils vivent que de la corruption. C'est ça le problème. Deuxièmement, si on peut s'en sortir, il faut faire passer les bases françaises. Comme Touadéra a commencé en Centrafrique, il faut faire passer la base française qui est à l'aéroport de la Centrafrique. C'est une obligation. Hein? Tant que Touadéra va laisser cette base, ils vont toujours fomenter et jusqu'à ce que il finira par tomber, on va se retrouver égarés. Une fois que ces bases partiront, comment est-ce qu'ils vont nous attaquer? Si nous aurons rien de totémique, la force est sur la paix centrale, la papa, Message entendu, hein, Jamal. En tout cas, vous insistez sur la question que je posais tout à l'heure au panéiste Serge Ounguen, à savoir, est-ce que les États ne peuvent pas justement agir pour sortir de ce qui apparaît manifestement comme un paternalisme très prononcé et qui a d'ailleurs duré beaucoup de temps, sont pratiquement 75 ans à peu près dans cette affaire. Alors on va là, je crois, prendre Peter, c'est en Écosse. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Votre contribution nous intéresse. Merci au consenteur et puis je salue tous aux invités. Je vais donner un petit point de vue vite fait. Je fais une petite remarque, c'est que c'est encore une forme de moquerie, comme j'avais dit quelques temps avant ce fameux sommet de G5 Sahel. Je veux bien comprendre pourquoi ce soit la France qui, elle, va voir son Sénat pour savoir si elle doit quitter le G5 Sahel, alors que cette affaire, normalement, devait être apportée auprès de l'ONU pour sommer la France de quitter les territoires africains. Ça, c'est un peu une petite remarque, hein, parce que ça prouve, c'est-à-dire qu'elle a prouvé à ses élites politiques qu'elle est encore elle est encore un colon et elle a ses colonies et elle ne cache plus maintenant son face pour dire qu'elle a ses intérêts à protéger. Mais, chers Africains, pensez-vous que on doit laisser la France protéger ses intérêts pour son peuple au détriment du peuple africain? Ça, c'est une question que je pose. Pourquoi ces présidents sont toujours encore en train de sucer le bonbon du français? Pourquoi ces présidents sont toujours encore en train de courir tous les jours à l'Élysée pour aller faire le courbette devant le président français, le homologue? Je ne comprends pas ce comportement. Ça veut dire que soit ils sont toujours, on dit en français, assujettis, ou soit ils sont encore sous la domination et qu'ils ne veulent pas faire comprendre, en fait, ils n'arrivent pas à faire comprendre à leur population. Je parle du Mali, de Mauritanie, de Burkina Faso, je parle même du Tchad aussi. Vous comprenez? Donc, pour moi, cette affaire de G5 Sahel, ça doit prendre fin aujourd'hui même, où ces pays-là doivent dire haut et fort devant la France que on n'a plus besoin de toi ici, on a trouvé un bon partenaire qui est capable de nous débarrasser de ces maudits rebelles que vous-même vous avez apportés. Monsieur Hubert, je ne crois pas qu'ils puissent le faire, parce qu'ils ont la corde au cou. Tous sont mouillés dans des affaires qui les concernent, de sorte que si demain ils se dressent, il y aura des gros scandales qui vont tomber sur les têtes. Alors, vont-ils dire à le peuple ou demander pardon pour que le peuple le soutienne pour le nouveau, je peux dire, élan politique qu'ils vont avoir? Voici le point d'interrogation. Je m'arrête ici. Merci beaucoup. À bientôt. And bye. Brand, je rappelle que vous êtes en Écosse, vous êtes un fidèle téléspectateur d'Afrimédia. On quitte l'Écosse pour le Cameroun et on va dans la ville de Douala. Urbain nous attend. Monsieur, bonsoir, bienvenue. Votre contribution nous intéresse. Monsieur, vous êtes à l'antenne. Bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Urbain Macabou. Je suis de la Centrafrique. Ok. Bon, ce que je suis venu intervenir ici pour dire par rapport à ce qui se passe actuellement en Afrique, et précisément ce qui se passe au Mali, hein, et même ce qui se passe en Centrafrique. Et tout ce qui se passe là, c'est devant l'Union africaine. Et l'Union africaine, là, il regarde ce qui se passe dans l'Afrique. Il n'agit pas.
Et ce qui se passe au Mali, vous voyez, Barkhane est là, et tout le temps, il y a les stratégies. On dit qu'on est venu pour aider les Africains. On ne nous aide pas. C'est partager seulement les armes et faire créer les troubles dans le pays. C'est même ce qui se passe en Centrafrique, c'est le même scénario. Et si aujourd'hui, notre président Archange Touadéra a décidé d'agir comme un homme, et vous voyez la situation, ça change. Donc je demande au peuple malien, s'il voulait s'élever comme un homme, il doit aller jusqu'au bout. Parce que toujours il y a une stratégie de dialoguer. Dialogue là, c'est la France. Parce que s'il y a le dialogue, il peut s'imposer. S'il n'y a pas de dialogue, la France n'est rien. Parce que la France, c'est la bouche. Il n'y a rien. Donc nous, maintenant, Africains, on devait s'unir. Pourquoi quelque chose arrive à un autre pays, tous les restes regardent ça, c'est pour eux là-bas, et les autres sont en paix ici? Non. S'il y a un problème, on devait se lever comme un homme. Comme vous voyez en Europe, s'il y a quelque chose qui arrive en Europe, tous les Européens se lèvent pour aller mettre fin à cette chose. Mais nous, les Africains, nous, je ne comprends pas les Africains. Parce qu'il y a deux problèmes qui se passent. Parce qu'il y a le Covid-19 là. Covid-19 est venu, c'est pour venir terminer les Africains. Mais comme ça n'arrive pas ici. Le deuxième projet, c'est que on doit nous mélanger entre nous-mêmes. Et c'est nous qui vont te tuer entre nous-mêmes. Et vous voyez ce qui se passe. S'il y a 100 morts, 200 morts, c'est qui mort? Ce sont les Africains. Ça, c'est notre Covid-19. C'est ça les stratégies. Donc, les Africains doivent se réveiller. Hein, nous devons prendre notre responsabilité. Sinon, l'Afrique va rester toujours dominée par la France. Et la France pense qu'on est toujours les gamins. Donc, ils viennent nous partager seulement les bonbons. Nous, on aime seulement les bonbons. Et eux, ils viennent ramasser les or, ils partent avec. Donc, à ce moment, l'Afrique doit dire non à 2021 à la France. Une Russie vient pour nous donner le coup de main, tout le monde doit partir vers la Russie. Et on doit finir avec la France, et il doit retourner chez lui. Comme il nous dit chaque fois en Europe, rentrez chez vous. Nous aussi, on dit aux Français, rentrez chez vous et quittez la Centrafrique, dégagez votre base militaire à l'aéroport centrafricain. Et vraiment, merci pour l'Afrique Média. Je vous suis toujours tous les jours. Mais vraiment, je suis fier de cette Afrique Média parce que maintenant, on peut s'exprimer sur notre terre. Donc voilà, et je vous remercie tous vous qui sont au plateau et je vous dis bonne nuit. Nous aussi, nous vous disons la même chose, puisqu'on a un fidèle téléspectateur. Je crois qu'on va prendre un dernier pour ce premier jet. Est-ce que nous sommes avec un appelant? Roland Keigné, vous êtes à l'antenne, allez-y. Alors là, on ne va pas faire des silences à l'écran de cette manière. Vous parliez, Monsieur Serge Onguéné, justement de think tank. Et que c'est dans ces outils-là ou ces cadres-là qu'il faut réfléchir par rapport à mon interrogation. Effectivement, avant de venir à la suite de cette réponse que j'ai commencé à donner, j'aimerais répondre au deuxième appelant de la série d'appels que nous venons de recevoir, qui faisait allusion à ce qu'on est juste là pour discuter. Mais non, j'ai envie de lui dire, faites très attention des positions que vous prenez et des jugements de valeur que vous avez sur des personnes respectables qui sont ici à Afrique Média et notamment sur ce média. Et en cela, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de très important. Ce qui s'est fait ici au travers d'Afrique Média, c'est d'abord un éveil de conscience. Si on ne prend pas la conscience des enjeux, on ne peut pas être conduit vers des décisions majeures pour nos États. Et aussi, sachez-le, ce n'est pas autant aisé pour nos chefs d'État ou nos gouvernants de prendre un certain type de décision. Et là, vous allez trouver tout de suite le parallèle avec votre question qui renvoyait au think tank. Parce que jusqu'ici, un État comme la France a tout fait de nous paupériser, de paupériser même notre système éducatif, scolaire, ce qui fait qu'il ne pouvait pas produire des meilleurs éléments. Encore qu'il vous souvient à tous que quand vous partiez d'ici, vous étiez brillant au lycée Leclerc,
au lycée classique de Bamako. Quand vous arrivez en France, on vous servait quoi? On vous servait tout de suite la nationalité. Donc vous devenez français et par conséquent, vous pensez comme des Français. Et même quand on vous envoyait en Afrique, c'était pour venir faire la politique française. Il faut que les Africains aient conscience de cela. Ça a pris le temps que ça a pris. Maintenant, avec l'avènement d'un média comme celui-ci, avec des confrères, des amis de l'Afrique comme Luc Michel, un panel aussi éclairé d'intellectuels comme ceux qui sont là aujourd'hui, vous devez donc comprendre que le temps d'antan, il est passé et c'est le temps nouveau qui est là. Et ce temps commence par la pensée. Rien ne se conçoit sans pensée. Au 5e siècle, l'empire Meiji qui a fait le grand Japon que nous voyons aujourd'hui s'est mis en place. Et c'était un concept de pensée qui a été comme cela initié, impulsé par ce roi à son temps. Et aujourd'hui, nous devons faire comprendre d'abord aux Africains quels sont les enjeux et leur donner des pistes de solutions. Voilà pourquoi, tout à l'heure, quand nous évoquions la préoccupation que vous avez relevée, j'ai évoqué la question des think tanks. Nous devons penser. Le saviez-vous qu'en France, il y a une école de diplomatie de la guerre? Beaucoup d'Africains ne le savent pas. Qui est logée en plein Paris. On forme des gens, j'ai envie de dire, on les formate. Des militaires, des diplomates. Quand vous irez en Afrique, voilà ce que vous devez faire. Avez-vous déjà vu des reportages qui exaltent l'Afrique dans sa richesse, dans sa diversité, dans sa connaissance profonde, et même des enjeux du monde? Non, on ne vous sert que la guerre, on ne vous sert que la misère, on ne vous sert que des maladies, et le tout sous un couvert de pauvreté qui fait en sorte que le complexe du blanc et du noir se pose. Et les autres, quelqu'un a évoqué le Laos là, ils l'ont compris. Et quand j'ai évoqué la question, pour vider la question, la préoccupation du deuxième appelant, au sujet du fait qu'il trouve qu'on est là à discuter, je dis, mais non. La conscience collective est l'enjeu majeur qu'il faut maîtriser. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses. Quand on vous parle de démocratie, pour vous la démocratie c'est changer des présidents. Mais est-ce que vous êtes des historiens? Est-ce que vous avez lu? On peut peut-être ajouter, les changer, mais les chasser parfois. Voilà. Est-ce que vous avez lu? Tous les pays, la France, n'avait-elle pas des rois? La Grande-Bretagne n'a-t-elle pas un roi? Le Japon n'a-t-il pas un roi? Les États-Unis n'ont-ils pas fait la guerre de sécession? Donc, les gens, ces grandes puissances ont d'abord formaté leurs États. Au chauvinisme, les Africains, nous prenons les libertés du fromage, du bon vin, et nous passons à côté de l'essentiel. Il faut qu'on apprenne d'abord à maîtriser nos enjeux et à aimer nos pays et nos dirigeants. Et quand on va aimer nos dirigeants, on saura les mettre la pression. Et ça m'emmène à poursuivre sur la question. On va sortir par là? Oui, il y avait le think tank. Il faut qu'on mette sur place des think tanks. Mais il y a aussi des choses qui fragilisent le fait que nos États n'arrivent pas à répondre à ces menaces. Et le think tank est une réponse à cela. On fragilise la mutualisation, le multilatéralisme. Et le bon exemple, il est devant vous. Il est devant nous, c'est le G5 Sahel. Il n'a pas de moyens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'équipement. Et on leur fait comprendre, puisque les premiers éléments qui sont essentiels pour mener une telle guerre, c'est le renseignement. Ils n'ont pas les équipements de renseignement. Et on ne fabrique rien ici. Il faut aller importer. Importer, ça suppose, il faut payer. Payer, ça suppose, il faut avoir de l'argent. Si on n'a pas de l'argent, on doit rentrer maintenant dans la coopération. Malheureusement, on nous avait enfermés dans des coopérations
bilatérales, notamment avec la France. Aujourd'hui, avec l'éveil de conscience dont monsieur essaye de remettre en question, nous avons la possibilité du multilatéralisme. Oui. Ouverture sur la Chine, sur l'Inde, sur la Russie, sur le Pakistan, sur l'Iran, qui peuvent nous permettre de réussir ce type de challenge. Et je vais chuter entièrement en disant ceci. Oui. Et il faudrait que les Africains le comprennent et le saisissent très bien. Nous ne pouvons pas nous développer sans puissance militaire. Impossible. Parce qu'on suit souvent des gens dire « Oh, on n'a pas la route, on n'a pas ceci ». Tous ont d'abord été, ces grandes puissances ont d'abord été des conquérants. Donc ils ont d'abord développé leurs armées. Parce que c'est l'armée qui sécurise les biens et les personnes. Qui dit bien dit richesse. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'armée, il est difficile. Mais nous avons donc la possibilité de construire nos armées. Oui. Et c'est voilà pourquoi vous allez observer quelque chose en ce qui concerne le Cameroun. Aujourd'hui, le Cameroun a une armée qui tient des équipements totalement neufs. Des blindés, des hélicoptères. Ce n'est pas des choses qui étaient recyclées en France. Jadis, qu'on vous envoie ici, dans un véhicule qui a fait 20 ans là-bas, transport des troupes, ou un char d'opération léger qui a fait 20 ans. Donc, le gars en France, il sait que celui-là, s'il est face à un Boko Haram qu'ils ont surarmé, il ne tiendra pas. Mais heureusement, la coopération multilatérale, elle est là. Et les Africains doivent se saisir de cela. Et nous devons soutenir nos dirigeants et les mettre la pression. Mais avant, nous devrions apprendre à être chauvins. Merci, on va sortir de ce sujet. On va d'abord aller vers Luc Michel à Bruxelles et venir vous prendre ici, vous deux, André Christelle Fanga et Paul est là. Alors, Luc Michel, vous avez suivi les téléspectateurs, vous venez de suivre justement aussi Serge Ongene. La solution sera donc où? Parce qu'on comprend finalement au cours de cette édition qu'un Sénat français n'a pas la légalité, encore moins la légitimité de décider d'une opération militaire qui se passe dans un pays souverain en Afrique. Alors, quelles sont les solutions? Est-ce que Luc Michel est avec nous? Est-ce que Luc Michel est avec nous? André Christelle Fanga. Non, Paul est là d'abord. Je vous pose cette question. C'est la même. Décidément, nous nous trouvons, on a déjà fait le tour de table, hein, même les téléspectateurs. On comprend que, la France n'a pas les moyens d'assumer cette guerre. Autre chose, la France, en principe, joue pour ses propres intérêts. Autre chose, le départ ou retenir l'opération Barkhane, ça se décide au Parlement français. Alors, quelles sont les solutions finalement pour les Africains ou pour le Mali? Alors, une fois que la situation est identifiée et qu'on a décelé de façon claire le mensonge séculaire français, parce que la France a toujours bâti, comme l'a dit M. Ongene, a toujours bâti sa politique, ses stratégies sur le mensonge. Et vous savez qu'il y a 3 grands mots qui sont à l'origine des manipulations des masses et qui sont des instruments entre les mains des gouvernants, des oligarques. C'est le mensonge, c'est la peur, c'est la distraction. Voilà les 3 éléments en réalité qui embrigadent les esprits et qui permettent de manipuler ces esprits-là au gré des intérêts de ceux qui détiennent ces outils entre les mains. Donc, une fois qu'on a identifié ça, une fois qu'on sait que la force Barkhane n'est qu'une farce et que, en réalité, je vais vous surprendre, mais vous comprendrez par la suite que l'opération Barkhane, Sangaris, MINUSMA, MINUSCO, MINUSCA et tout ce que vous voulez, en réalité, réussissent pleinement leur mission. Ça va vous surprendre et c'est le but. Et elles réussissent pleinement leur mission, ces opérations. Parce qu'en réalité, leurs missions ne sont pas des missions de sécurisation ou de combat des djihadistes. Leur mission, c'est de protéger la paupérisation du peuple, le pillage systématique, la spoliation
et le retour, en tout cas le pillage de ces richesses-là qui bénéficient uniquement à des multinationales qui sont bien installées en Afrique et ailleurs. Vous allez me citer quoi, Areva, Orano, Total et tout le reste. Ces entreprises-là sont là pour faire du business. Donc en réalité, il s'agit du business de la guerre. Donc sous cet angle, effectivement, les pays qui envoient leurs forces prétendument pour délivrer l'Afrique d'un prétendu djihadisme, en réalité sont là pour préserver leurs seuls intérêts, pour piller davantage, pour vendre les armes, parce que le business de la guerre, c'est quoi? C'est en amont la vente des armes, c'est la prospérité d'une économie, d'une industrie qui est derrière, l'industrie de l'habillement, l'industrie de l'alimentation, l'industrie de la drogue et tous les stupéfiants, c'est l'industrie de l'expérimentation, c'est le lieu d'expérimenter des armes, c'est le lieu de faire de l'entraînement, comme l'a dit le patriarche Bello ici. C'est en réalité tout sauf protéger les populations, c'est en réalité tout sauf combattre un prétendu djihadisme, en réalité qu'on a conçu, qu'on a pensé, qu'on a initié pour justement semer le chaos et continuer de piller en toute impunité. Donc la solution est claire. Quand on comprend qu'on est tout simplement dans un business plan de la guerre pour continuer de servir les intérêts des impérialistes et oligarques qui veulent continuer de faire régner leur hégémonie en Afrique, il n'y a qu'à faire comprendre aux Africains, mais surtout aux peuples africains, parce qu'on fait beaucoup appel à nos dirigeants, d'accord, mais on sait très bien que il faut quand même avoir une lecture, j'allais dire, assez lucide. Quand on sait que plusieurs de nos dirigeants sont arrivés à ces postes de décision de manière pas toujours correcte, parce qu'ils ont souvent signé des accords souterrains qui les condamnent, qui les lient. Ce n'est pas pour les défendre, mais en réalité, il faut comprendre qu'à un moment donné, ils ont leurs responsabilités et le peuple a ses responsabilités. Quand on voit ce qui se passe au Mali, on a bien vu que Ibrahim Boubacar Keïta, qui ne répondait plus aux attentes du peuple, a été débouté et a été démis de ses fonctions par le peuple. Lequel même peuple a organisé une marche le 20 janvier dernier qui a été prétendument annulée du fait d'un prétendu Covid par un colonel Ndo, qui lui-même a été érigé comme président du Conseil national de la transition grâce à ces populations qui en ont marre et qui ont manifesté, qui continuent de manifester leur ras-le-bol vis-à-vis de cette occupation française-là, qui en réalité n'est là que pour continuer à paupériser le peuple. Rendez-vous compte que le Mali, c'est un pays de 1,2 million environ de kilomètres carrés pour à peu près 20 millions d'habitants, qui est l'un des pays les plus riches au monde. Je n'ai pas dit d'Afrique, l'un des pays les plus riches au monde. Il n'y a pas que de l'or, il n'y a pas que de l'uranium, il n'y a pas que du cobalt, il n'y a pas que du pétrole. Il y a tout ce qu'il faut pour nourrir au moins la moitié de l'Afrique. Mais en réalité, vous avez un peuple qui croupit sous la misère, mais du fait justement des intérêts impérialistes et criminels de l'Occident en général et de la France en particulier. Je vous rappelle que toutes les guerres ont des objectifs de lucre. Toutes les guerres ont un pendant économique qui en réalité constitue l'essence même de la guerre. Et c'est pourquoi on installe des guerres, c'est pourquoi on les entretient et c'est pourquoi on n'a aucun intérêt à ce que ces guerres finissent. Rendez-vous compte que ça fait 8 ans que la France, prétendument, avec ses forces Barkhane, Épervier et Serval, n'ont rien donné. Et en 8 ans, la France perd 55 hommes. C'est quand même extraordinaire. Mais cette guerre que le Sénat français nous dit être coûteuse pour la France, mais on a envie de se demander, est-ce que les Français nous aiment, nous Africains, plus qu'eux-mêmes? Au point de dépenser, il a dit 900 millions d'euros en 8 ans, pendant que la MINUSMA a un budget de 1 milliard de dollars chaque année, et qu'il y a à peu près 10 000 hommes de la MINUSMA là-bas, que pendant qu'en même temps, cet argent est dépensé pour faire tourner ces armées d'occupation, il faut le dire, que ce soit Barkhane ou la MINUSMA, mais en même temps, vous avez le G5 Sahel qui, depuis sa création, en 2014, a voté un budget de 400 millions d'euros et n'a jamais reçu un sou. Donc, il y a quelque chose de paradoxal qui montre bien que, en réalité, on est en train d'insulter l'intelligence des Africains. Heureusement, la masse critique des consciences éveillées ne fait que s'agrandir. Et la France, je le dis pour terminer, la France, s'il reste encore un peu d'intelligence à ses dirigeants, doit bien se rendre compte que le monde a changé, que les Africains d'aujourd'hui
sont à 60% de population à moins de 30 ans. Donc, c'est des gens qui viennent avec une nouvelle façon de raisonner. C'est des gens qui ne sont pas embrigadés par les mentalités passéistes. Et que donc, s'ils veulent se rendre compte et s'ils veulent montrer qu'ils ont encore un peu d'intelligence, ils doivent bien se rendre compte et se rendre à l'évidence qu'il est temps de changer de paradigme et de comprendre que les rapports ne peuvent plus être des rapports de ceux du maître à l'esclave, tels qu'ils sont enfermés. Et aujourd'hui, il est impératif dans leur intérêt, pas dans notre intérêt, dans leur intérêt, parce que nous, quoi qu'il arrive, on va s'en sortir. Quoi qu'il arrive, on va en découdre avec cette occupation qui commence à trop durer, mais c'est dans l'intérêt des Français et des populations françaises qui elles-mêmes sont victimes de cette bêtise à la tête de leurs États qui veut que on continue de penser que l'Afrique reste le marchepied de la France. Donc c'est dans leur intérêt de changer de paradigme pour qu'ils puissent rééquilibrer leur façon de penser, repenser leur stratégie et qu'en réalité, ils ne puissent pas, à un moment donné, se retrouver au dernier rang du classement des nations qui ont voix au chapitre dans ce monde. Merci à vous. Alors André Christelle Fanga, un mot que j'ai compris ici, le seul paramètre, ou le seul, ou même appeler ça déterminant, qu'utilise la France dans ces conquêtes-là et ces combats, c'est le mensonge. Là, vous voulez que j'aille dans les scènes d'écriture? Vous répondez à la question. Oui, Serge Guéné a été clair là-dessus. Je suis très d'accord avec vous, M. Etundi. Vous dites bien, et je suis d'accord avec M. Etundi. Jean 8, 40 ans. Il est menteur dès le commencement. Ils ont pour père le diable. Et il est menteur dès le commencement. Et ils ne veulent que faire l'œuvre de leur père. Et quand vous regardez toute la politique française, c'est basé sur le mensonge, la criminalité, le viol, tout ce qui est négatif. Donc en réalité, sur le bleu, blanc, rouge français, on devait écrire sur ça diable. Parce que vous ne pouvez pas avoir un pays qui ne vit que... On ne va pas quand même aller jusque-là parce qu'il y a des honnêtes gens là-bas. Écoutez, le petit Français qui dort dans la climatisation là et que les petits Nigériens qui arrivent à exploiter l'uranium doit savoir qu'il est un criminel. Parce qu'il devait s'opposer, il devait dire à ses parents que mais moi je dors dans la climatisation, toute la France est éclairée, il y a la lumière un peu de partout, et le petit du Niger dort dans le noir, même pas dans une maison en briques. Ça c'est vrai, mais écrit quand même sur un drapeau parce qu'il y a des personnes là-bas qui... Il faut appeler chien. La France aujourd'hui a prouvé au monde entier qu'elle n'a d'égard pour personne d'autre en dehors de sa propre vie. Parce que vous ne pouvez pas un seul instant maintenir un pays ou bien des pays dans la servitude avec une monnaie qu'on appelle le franc CFA. C'est une servitude continue. Et vous continuez à défendre ça dans le monde entier, non? Et pour le cas d'espèce, c'est-à-dire la session du Sénat, quelles sont les pistes de solution? Comment doivent agir les Africains? Comment doivent agir les Maliens? Parce qu'au sein de ces Sénats, on comprend que le peuple est courroucé parce que Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas accompli les missions qui lui ont été assignées. Je pense qu'on est dans ce think tank. Parce que les gens demandent le think tank, le think tank, le think tank. Voilà le think tank. Que s'ils ont des apports à apporter, qu'ils apportent à ce think tank que nous représentons aujourd'hui. Parce que la masse critique que nous sommes en train de former aujourd'hui, c'est un think tank extrêmement important. Et qu'il faut davantage donner des moyens, que ce soit aux intervenants, que ce soit à la chaîne de télévision, davantage de multiplier. Et que nous allions même sur le terrain, parce que normalement nous devons déjà faire des conférences, des entretiens au niveau de toute l'Afrique, que ce soit au Mali, que ce soit au Tchad, que ce soit au Centrafrique, que ce soit dans tous ces États-là. Nous devons entretenir la jeunesse pour leur dire que l'heure de la libération est arrivée. Et cette marche, elle est irréversible. Que la France mette les drones, empoisonne, envoie tout ce qu'elle peut faire, elle va tomber. Ça, il faut se le dire clairement. Parce que ce think tank qui a été mis en place, les forces qui sont en présence ne sont pas des forces décolonisées. Nous sommes déjà décolonisés. Nous avons une pensée, c'est que nous avons besoin d'une Afrique libre. Et elle sera libérée parce qu'il y a déjà la volonté. Et nous pensons, parce que ce que nous disons, c'est la volonté des millions et des millions et des millions d'Africains qui sont dans les villages, qui sont en Guelmandouka, qui sont à Bamako, qui sont partout, au Congo, un peu de partout, qui pensent la même chose.
qui pensent que maintenant on ne peut pas continuer à avoir tant de richesses et que des Français se gargarisent, vivent et vont dans leur Sénat et ils disent que non, l'avenir là, vraiment, qu'est-ce qu'on voit Barkhane là, est-ce qu'il faut que ça quitte? Mais Barkhane doit quitter et on doit s'organiser et c'est cette organisation que nous sommes déjà en train de faire là maintenant pour dire que forces africaines, mettez-vous ensemble parce que nous avons, ils avaient créé Internet pensant que les Africains vont échouer, ne sauront pas utiliser ce qu'on appelle l'outil informatique ou bien l'Internet aujourd'hui. Mais à cause de ce canal aujourd'hui, nous pouvons communiquer avec tous les autres frères africains. Aujourd'hui, nous avons des organisations au niveau d'Internet et un peu de partout. Et cette masse critique est en train de se faire, même dans les fonds des pays, pour dire que demain, la France tombera et elle va tomber. Merci à vous, André Christelle Fanga. On a quand même, moi je le dis parce que Afrique Média est d'abord un média, c'est-à-dire un ensemble de règles. On ne peut pas dire qu'on va écrire sur le drapeau français. Euronews. Merci, mais on va pas... Les médias ont servi de pont, de relais. Vous comprenez un peu pour mettre les pays et les nations ensemble. L'Union européenne s'est formée à partir de Euronews a joué un rôle important. La France aujourd'hui gagne dans sa diplomatie à cause de qui? France 24 et RFI. Merci. Parce que France 24 commence à vous annoncer. Monsieur Nicolas Sarkozy avait annoncé que non, le président Gbagbo est déjà pris, alors que le président Gbagbo n'était pas encore arrêté. Ils avaient déjà annoncé que non, ils sont... La guerre médiatique. Merci, donc, nous avons un titan assez important. On se comprend dans cette guerre médiatique. L'avenir de l'opération Barkhane au Sahel qui a suffisamment été débattu mardi au Sénat, semble avoir enregistré beaucoup de succès militaires, mais est de plus en plus contesté par la population malienne. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.